Et voici Poutine encore plus agressif. C'est la nouvelle qui est tombée il y a quelques instants. C'est Ouest France qui l'indique. Le chalutier Belenos, chalutier français, a eu la surprise de voir un sous-marin d'attaque russe faire surface à proximité de lui. On est au large de la Bretagne. Le navire de pêche breton avait quitté Roscoff dans le Finistère. Le matin même, on parle de samedi donc, et il naviguait au large des côtes d'Armor. L'incident avec le sous-marin russe s'est produit non loin des îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. On va entendre dans quelques instants Étienne Marcus, qui est un spécialiste de ces sujets, qui a rendu compte de ce qui s'est passé là. On a une stratégie, disons, de provocation. Je ne sais pas l'état d'esprit qu'il y avait sur le... Il se rappelle gentiment à nous, on est là, on a un sous-marin. Là, j'attends de voir un marin débriefer l'affaire, parce que leurs sous-marins ont des problèmes. Donc, si ça se trouve, le sous-marin n'était pas sûr de où il était. Donc, il s'est dit, on va peut-être remonter avant de se tanker une île anglo-normande dans l'avant du sous-marin. Ça, c'est pas totalement exclu. Donc, moi, je commente rien tant qu'on n'a pas un sous-marinier qui est venu nous raconter de l'intérieur. En tout cas, visiblement, il y a une circulation de sous-marins russes à l'attaque dans la Manche et au large de la Bretagne. Oui, ce sont les sous-marins qui sont en train de quitter la Méditerranée parce qu'il faut qu'ils aillent en maintenance en Russie. La Russie est en train d'abandonner la Méditerranée et leur flotte est en train de quitter la Méditerranée. Donc ce qu'on voit là, c'est des sous-marins qui sont en bout de course et qui rentrent au port. Il ne faut pas oublier que les Russes avaient conquis de vive force, en s'alliant avec Bachar al-Assad, une base maritime à Tartous, qu'ils ont perdue au profit, évidemment, du Turc Erdogan et de son protégé, le frère musulman Al-Shara, qui dirige aujourd'hui la Syrie. Vous êtes avec nous, Étienne Marcus. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Étienne Marcus. Bonsoir. Voilà, vous avez suivi, vous êtes grand spécialiste des rafales, mais pas seulement, visiblement, vous faites tout. Hein. Vous êtes comme Sainte-Thérèse, vous dites je choisis tout, vous choisissez aussi les sous-marins russes. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé là, visiblement, à la grande surprise de ces marins qui naviguaient à bord du Belenos? Alors, on sait assez peu de choses, à part effectivement que ce serait un sous-marin, donc conventionnel d'attaque, donc c'est pas un sous-marin nucléaire, qui aurait fait surface près d'un chalutier. Mais ce qu'on a appris donc après le premier article, donc c'est ensuite Sud-Ouest qui a écrit, qui a demandé à la Marine nationale des éléments supplémentaires, et on a appris qu'en fait le sous-marin était surveillé très attentivement par une frégate spécialisée dans la lutte anti-sous-marine de la Marine nationale, la FREMM Normandie. Donc voilà, c'est même si effectivement ça a pu surprendre les marins russes, la Marine nationale, elle, n'était pas surprise. Et il faut savoir qu'en plus, une fois que le sous-marin s'est éloigné des côtes françaises, il a été cette fois-ci pris en charge par la Royal Navy, donc la marine britannique. Donc on voit qu'il y a en plus une très bonne entente entre les marines qui ont l'habitude de coopérer entre elles, donc ce qui permet d'éviter que le sous-marin russe se retrouve dans la nature une fois qu'il s'est éloigné des côtes françaises. Général ? Oui, en plus, un sous-marin, quand il émerge, il ne voit pas ce qui se passe devant lui. Quand il est sous l'eau, il écoute ce qui se passe autour de lui. Donc, il a une image assez bonne de ce qui est en surface, avec des doutes sur la portée, en revanche. Et puis, quand il décide de sortir, il y a un cône devant lui où il voit rien. Et donc, là, à mon avis, ils ne savaient pas qu'il y avait le chalutier. Ce n'est pas du tout pour dire bonjour aux Belenos. Ils sont sortis, ils ont dit, tiens, il y a un chalutier. Ben, heureusement qu'il n'était pas juste devant. Vous voyez, je pense que ça s'est passé comme ça. Surprise réciproque. Sur le fait qu'il a été suivi, c'est bien ce que j'ai compris, hein, Étienne Marcus, il a été suivi par une frégate française, donc il était pisté en quelque sorte. Depuis avant, hein, on se l'est échangé à l'OTAN, hein, on se refile les sous-marins l'un après l'autre. Il a dû être pris par les Portugais à un moment, les Espagnols, et puis voilà. Ah oui, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les pays, en fonction de leurs eaux territoriales, s'annoncent l'un à l'autre. Voilà, c'est ça, on se les refile. Et donc là, pour l'instant, c'est les Anglais. Après, ça sera, je sais pas, les Néerlandais en remontant vers le nord. Il faut préciser qu'il ne naviguait pas dans les eaux territoriales françaises. Au large de la Bretagne, ça veut dire au-delà des 12 000 marins des côtes qui sont les eaux territoriales françaises. Alors pourquoi est-ce que des bâtiments français puis anglais les accompagnent, Étienne Marcus, dans ce cas-là? La chasse, normal. On l'a toujours fait. Effectivement, déjà, c'est un sous-marin russe pose une menace latente
envers les capacités françaises et également le fait que la Bretagne héberge des sous-marins stratégiques français, les fameux SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui portent la grande partie de la dissuasion française. Donc il est très important de surveiller au plus près toutes les menaces potentielles contre ces sous-marins et surtout donc les sous-marins russes. Donc c'est pour ça qu'il est impératif pour la Marine nationale de bien surveiller ces mouvements. Et c'est aussi pourquoi la Marine nationale fait partie des marines les plus efficaces dans la lutte anti-sous-marine. Et d'ailleurs, les bâtiments français comme la FREMM Normandie sont très régulièrement récompensés lors des exercices de l'OTAN et aussi menés par le US Navy, donc la marine américaine. Les équipages obtiennent régulièrement le premier prix dans la lutte anti-sous-marine. Donc c'est vraiment. Faites-nous la comparaison, Étienne Marcus, pardon. Étienne Marcus, on voit ici, là, on voit un sous-marin français. Je souligne, c'est un sous-marin, c'est une image d'illustration. Il ne s'agit pas là du sous-marin russe, mais qu'on compare le sous-marin d'attaque, puis c'est un sous-marin d'attaque russe, conventionnel par rapport à ce qu'on voit ici, général. Alors, le sous-marin russe est un diesel électrique, donc c'est génération U-boat Deuxième Guerre mondiale, en amélioré. Il sait faire beaucoup de choses. C'est pas un sous-marin nucléaire comme ça, c'est un SNA, sauf erreur, classe Ruby. Donc les sous-marins nucléaires qui peuvent rester sous l'eau pendant des mois, etc., etc. Donc on n'est pas dans la même configuration. Que faisait-il ? Que fait un sous-marin comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son utilité ? Un sous-marin comme la classe Kilo, le russe, est très bon pour les eaux côtières. Des archipels comme la mer Égée. La différence entre un sous-marin diesel et un sous-marin nucléaire, c'est qu'un sous-marin nucléaire est obligé de bouger tout le temps à cause du refroidissement de sa génération nucléaire, alors qu'un sous-marin diesel peut s'arrêter et se poser sur le fond. Donc ils font de l'embuscade. Quand il est à moins de 5 nœuds en vitesse électrique, il est en gros indétectable. Et à l'instant, une précision, la préfecture basée à Brest a précisé que la frégate française Normandie l'a accompagné, c'est le terme, c'est très civil. Donc il n'y a pas eu de menace, visiblement. Le submersible en transit vers le sud n'a pas inquiété les autorités françaises. En transit vers le sud, du coup. Oui, donc il allait dans l'autre sens. Il allait dans l'autre sens. Il allait dans le sens probablement de la Méditerranée orientale. Et c'est quand même peut-être le signe que les affaires ne sont pas tout à fait terminées entre les Syriens et les Russes dans ce coin-là. Après, il peut se diriger. J'ai un gros doute, puisqu'on l'a refilé aux Anglais. J'ai un doute là sur ce que vous venez de dire. On l'a refilé aux Anglais, donc visiblement, il est dans l'autre sens. Étienne Marcus, là-dessus ? Oui, alors effectivement, pour l'instant, on ne connaît pas le sens. Enfin, j'aurais tendance à croire le communiqué de la préfecture, mais effectivement, comme le dit le général Yakovlev, le fait que ce soit la marine britannique qui ait pris le relais fait se poser la question. Mais effectivement, en fait, ce qui est intéressant aussi est le fait que les sous-marins russes naviguent régulièrement en surface quand ils ne sont pas accompagnés par un navire. Parce que la plupart du temps, donc, les sous-marins russes en transit comme ça sur de longues distances sont accompagnés par un navire de soutien. Et donc là, il faudrait voir s'il y avait un navire de soutien à proximité. Et si c'est pas le cas, ça expliquerait pourquoi il passe une grande partie de son temps en surface pour des questions de sécurité. Ils n'ont pas toujours pleinement confiance dans leur sous-marin. Donc là, ça facilite forcément la traque pour la marine, parce qu'un sous-marin en surface, c'est un sous-marin qui est presque inoffensif. Ouest France précise que le fait qu'un tel submersible militaire fasse surface aussi près d'un bateau de pêche est jugé inhabituel. C'est la déclaration. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une présence là des troupes de la marine russe qui n'est pas tout à fait chez elle, quoi. Même s'il n'y a rien d'illégal. Elle est dans les eaux internationales. Mais souvent, cette présence sous-marine inquiète. Je me rappelle, il y a juste avant la guerre en Ukraine, il y avait une présence accrue de sous-marins russes sur la côte irlandaise, près de tous les câbles sous-marins qui relient le continent européen aux États-Unis. Qui relie l'Internet européen aux États-Unis. Donc c'est toujours inquiétant de voir ces sous-marins, même s'ils sont souvent là et on ne les voit pas. Un sous-marin qui fait surface, et je parle aussi sous contrôle du général, ça peut être pour deux raisons. Un, parce qu'il veut savoir où il n'est pas tout à fait sûr de sa position. Et deux, c'est un signalement. C'est pour dire, on veut que vous voyez que nous sommes là. Et ça aussi arrive. Et puis s'il veut avancer, il faut qu'il marche au diesel. Et donc ça veut dire qu'au bout de 24-48 heures, il faut qu'il remonte en surface parce qu'il lui faut de l'air, tout simplement.
il va pas marcher, il va pas rentrer sur son moteur électrique de la Méditerranée à la Russie. Et ce que vous nous avez dit était intéressant, mon général, c'est que vous avez dit qu'un SNA, c'est-à-dire un sous-marin nucléaire d'attaque, propulsion nucléaire, s'il reste dans l'eau, ça suffit pas pour le refroidir son moteur nucléaire. Il faut qu'il avance. Il faut qu'il aille chercher de l'eau plus fraîche, quoi. Oui, Tellement il la réchauffe, l'eau. Forcément, la génération nucléaire. Et en plus, en fait, il lui faut de l'eau en dessous parce qu'il va pomper l'eau. D'accord. Et s'il se pose sur le fond, il va pomper du sable. Donc les sous-marins nucléaires ont cette particularité, c'est qu'il leur faut de l'eau en dessous et il leur faut du mouvement. Étienne Marcus, que fait la marine russe à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à ce point aux côtes, au large de la Bretagne? Alors là, il semblerait que ce soit un sous-marin qui est en transit vers la Méditerranée, parce qu'effectivement, même si les Russes ont perdu le port de l'emprise de Tartou, ils gardent des intérêts forcément stratégiques dans la Méditerranée, notamment en Libye et en Algérie. Donc c'est probablement vers cette destination, si effectivement il allait vers le sud, que le sous-marin vers lequel les sous-marins se dirigent. Mais il y a également, comme je le disais plus tôt, un intérêt déjà à surveiller donc les activités françaises. Et ces sous-marins disposent également de missiles de croisière calibre, donc des missiles de croisière qui sont tirés sous la surface et qui ont une portée de 1000 km. Donc c'est aussi pourquoi c'est important pour la marine française de surveiller ces bâtiments qui offrent une capacité à la Russie de frapper de manière à l'improviste des cibles en France, parfois très loin à l'intérieur de son territoire, depuis le flanc ouest. Donc là où on attend de la Russie qu'elle attaque depuis l'est, en fait, une attaque pourrait venir de l'ouest par ces sous-marins ou des navires qui navigueraient au large des côtes. Donc là encore, c'est pourquoi c'est très important de suivre ces mouvements de sous-marins russes.